Pierre Poilievre dit vouloir mettre le Canada d'abord, mais pour ça, il espère surtout que lundi, les Canadiens choisiront son parti d'abord. Avec Alain Reyes, Déborah Chère-Enfant et Victor Henriquez, c'est parti pour 30 minutes avec le député sortant et candidat conservateur, Gérard Deltel. Il reste moins de 5 jours avant le jour du vote. Nouveau Info a lancé, vous savez, une invitation aux chefs des principaux partis à plonger dans l'arène des débatteurs. Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, a refusé notre demande. Mais un de ses députés bien connus, particulièrement dans la grande région de Québec, a accepté notre invitation. Gérard Deltel, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue aux débatteurs. Merci pour l'invitation. Très content de vous avoir avec nous. Avant de plonger dans l'entrevue, on va présenter un petit peu brièvement votre chef, Pierre Poilievre. Alors, allons-y. Monsieur Poilievre, qui est né le 3 juin 1979 à Calgary, en Alberta, à sa naissance, il est adopté par un couple d'enseignants francescois. Détenteur d'un baccalauréat en relations internationales de l'Université de Calgary, il se fait élire pour la première fois à la Chambre des communes pour les conservateurs dans la circonscription de Nepean-Carleton. C'était en 2004. Il n'avait que 25 ans à l'époque. Sous le gouvernement de Stephen Harper, il a occupé les fonctions de ministre des Institutions démocratiques ainsi que de ministre des Ressources humaines et du Développement social. En 2022, à la suite du vote de non-confiance à l'endroit du chef de l'époque, Erin O'Toole, il se présente à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Il remporte facilement le scrutin avec plus de 68 % des voix devant son principal adversaire, Jean Charest. Depuis le début de la campagne, il promet toutes sortes de choses, notamment de baisser le premier palier d'imposition, de lutter contre la criminalité et de rendre le pays moins dépendant des États-Unis. Nous allons mettre le Canada d'abord en libérant notre économie avec des projets de ressources naturelles qui permettent l'échange de l'Ouest à l'Est et à l'inverse, au lieu de dépendre des Américains pour tout. On va commencer en parlant de la guerre tarifaire, M. Deltel. Dans un nouveau sondage léger qui a été publié hier, il y a 35 % des répondants qui ont cité Donald Trump et également les États-Unis comme facteurs qui vont influencer leur choix pour le 28 avril, suivi de l'inflation et des soins de santé, autour de 22 % dans ces cas-là. Comment vous trouvez la gestion de la guerre tarifaire avec les États-Unis par le gouvernement sortant de M. Carney? Écoutez, ça touche tous les Canadiens. Puis c'est pas parce que, justement, on dit que, oui, en effet, il faut attaquer la situation qui est faite et créée de toutes pièces par M. Trump, que les autres préoccupations des Canadiens n'existent pas. On est capable de marcher de la gomme puis de marcher en même temps. Et oui, c'est les problèmes qu'on a pour l'achat, pour les logements, pour l'affordabilité, comme on appelle. Ça existe toujours, Trump, pas Trump. Alors, face à M. Trump, qu'est-ce que l'on doit faire? On doit agir de façon intelligente et articulée et ne pas se faire mal. Alors, c'est sûr que lorsque M. Trump annonce quelque chose, il faut immédiatement faire une réaction. Et là-dessus, je dois vous dire une chose. Nous, quand M. Poilievre l'a très bien dit, si d'aventure on est honoré par la confiance des Canadiens lundi prochain, une des premières choses que M. Poilievre va faire comme premier ministre, c'est d'appeler Donald Trump pour dire lançons tout de suite les négociations pour une nouvelle entente de libre-échange avec le Mexique et les États-Unis. Parce qu'on ne pourra pas toujours continuer avec un pas en avant puis un pas en arrière comme on fait là actuellement. Fait, jusqu'à maintenant par M. Carney, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Bien, écoutez, on fait face à de l'imprévu. Nous, quand il a annoncé, M. Trump a annoncé l'attaque concernant les automobiles, notre réaction à nous, ça a été de dire comment on peut aider l'industrie tout en aidant les Canadiens. Et c'est pourquoi qu'on a eu une approche qui se veut intéressante puis qui est nouvelle aussi. On enlève la TPS pour les voitures neuves faites au Canada. Alors, M. Trump attaque le secteur industriel canadien de l'automobile, des voitures qui sont faites au Canada. Notre approche à nous, c'est de dire comment on peut aider les Canadiens et l'industrie. Les Canadiens sont incités à acheter une voiture canadienne parce qu'on leur donne un congé de taxes. Donc, c'est une pierre deux coups. Les gens ont plus d'argent dans leur poche et de l'autre côté, on aide l'industrie par une action positive et constructive. Ça, c'est une approche. Maintenant, pour tous les autres secteurs, vous avez parlé du secteur automobile, qu'est-ce que vous auriez fait de mieux que Mark Carney face à la guerre tarifaire qu'il a lancée? Chaque situation, comme je l'ai dit tantôt, commande une action qui est ciblée par rapport à ça. Et si par malheur, on se fait mal à nous-mêmes, on ne s'aide pas du tout.
Et c'est là qu'il faut faire attention. Et quand on attaque l'acier, quand on attaque l'aluminium, et qu'on maintient les taxes et qu'on les augmente avec la taxe sur le carbone, on n'aide pas notre industrie. Une dernière des choses dont les industries ont besoin actuellement, c'est d'avoir une surcharge de taxes de l'État canadien. C'est malheureusement ce que fait l'actuel gouvernement Carney. Nous, c'est pas notre approche. Nous, au contraire, c'est de permettre aux industries d'avoir un peu plus de souffle et d'avoir aussi des plans d'action si par malheur ça continue. C'est pour ça que si on forme le gouvernement, on va avoir un fonds de 3 milliards de dollars prévu pour maintenir les emplois. L'objectif, c'est de maintenir les emplois. On va revenir avec des chiffres un peu plus tard, mais restons dans le thème de Donald Trump. Effectivement, parlant de Trump, j'aimerais vous entendre, M. Deltel. Plusieurs personnes, que ce soit des élus, des analystes politiques ou même des membres de la société civile, comparent votre chef, Pierre Poilievre, à Donald Trump, au président américain. Est-ce que vous comprenez pourquoi ils font cette comparaison et surtout, ont-ils raison, que ce soit au niveau des politiques ou même au niveau du ton de votre chef? Écoutez, un chef de l'opposition, c'est son devoir constitutionnel de s'opposer. Et on a été tellement efficace, et M. Poilievre a été tellement efficace qu'il a réussi à convaincre une majorité de Canadiens, et surtout le Parti libéral, qui a décidé de mettre M. Trudeau au rebut, de faire semblant qu'ils n'ont pas gouverné pendant 10 ans et de piger à tour de bras dans le panier des propositions que nous avons faites. Alors, si on était si mauvais que ça, je ne suis pas sûr qu'ils auraient fait tout ce qu'ils ont fait, entre autres, de reprendre notre promesse phare, c'est-à-dire d'abolir la taxe sur le carbone. Si vous m'aviez dit il y a 6 mois là, que Stephen Guilbeault allait applaudir comme une otarie devant son premier ministre en disant « On abolit la taxe sur le carbone », je leur ai dit « Allez vous acheter un 649, vous avez plus de chances de gagner que de voir ça. » Et on le voit aujourd'hui par rapport à ça. Ouais. Ce qui m'inquiète, par exemple, par rapport à M. Trump, mais je le comprends, c'est quand M. Trump est allé dire publiquement qu'il souhaite que M. Carney soit élu premier ministre pour les 4 prochaines années. Ça, c'est inquiétant. Mais je comprends M. Trump, parce que M. Carney a conseillé M. Trudeau pendant les 5 dernières années, depuis 2020, il était le conseiller principal. On a vu qu'au cours des 10 dernières années, l'économie du Canada s'est affaissée. On est malheureusement, on tire la patte en matière de création de richesse au cours des 10 dernières années. Alors, je comprends très bien que M. Trump profite de cette situation-là pour souhaiter que M. Carney poursuive l'œuvre de M. Trudeau au cours des 4 prochaines années. Et ça, c'est peut-être bon pour M. Trump, mais c'est surtout pas bon pour le Canada. On a parlé de M. Trump, M. Deltel, mais votre chef aussi a fait un grand changement d'image. Il est passé d'un homme très sévère à un homme souriant. On a enlevé les lunettes. D'abord, est-ce que les sourires sont vraiment sincères? D'abord, les lunettes, ça faisait 2 ans qu'ils les ont enlevées. En général, il y a eu un processus. On était un peu surpris nous-mêmes. C'est qui ce gars-là? Il y a eu un processus. D'abord, est-ce que les sourires sont sincères? Mais aussi, qu'est-ce que vous pensiez du ton précédent de M. Poilievre, ce ton plus sévère, justement, Un peu comme je vous ai dit, c'est le devoir constitutionnel du chef de l'opposition de s'opposer. Sinon, on ne fait pas notre job. Parce que c'est ça, fondamentalement, la job du chef de l'opposition. Et au risque de me répéter, il a été rudement efficace. Il a réussi à convaincre les libéraux que Trudeau, c'était pas bon, il fallait le changer complètement. Premièrement. Deuxièmement, c'est sûr que lorsque vous voulez devenir premier ministre du Canada, vous assumez ces responsabilités-là. Et vous voyez comment vous allez agir correctement face à ça. Et c'est pour ça que d'un autre côté, ce qu'on voit, c'est un M. Trump qui, lui, a craché 3-4 fois sur M. Poilievre. Par contre, il encense M. Carney. Ah, ben c'est intéressant. Hein? On était tous contents au Canada là, quand M. Carney a pris le téléphone puis a parlé avec M. Trump. Puis on a fait des progrès, on a fait des avancées, c'est intéressant. Zéro. Parce que tout ce que M. Trump avait menacé de faire, il l'a fait. Mais il a changé d'idée aussi à certains moments, puis on ne sait pas s'il ne va pas changer d'idée dans les prochaines semaines. C'est ce qu'on suit depuis, en parlant de M. Trump, là, bien sûr. Dites-moi, on va parler du cadre financier. Yep. Vous êtes le dernier parti à avoir présenté votre cadre financier hier. Vous prévoyez réduire le déficit actuel de 70 en 4 ans grâce à des coupes de plus de 41 milliards de dollars, mais en réduisant les impôts. Expliquez-nous comment vous pouvez arriver à ça. Bon, d'abord, on a une approche qui se veut réaliste et responsable, et pas dogmatique. Parce qu'on a eu pendant 10 ans de temps un gouvernement dogmatique à gauche. Si nous autres, on est dogmatique, ça ne marchera pas. Alors, c'est pour ça que oui, on veut réduire le déficit généré par les 10 années de M. Trudeau et surtout contrôler la dette par rapport à ça et contrôler les dépenses. Et c'est pourquoi que oui, à l'exercice du 4e, on fait quand même un déficit. Alors, si on avait été dogmatique, on aurait sorti la CHN puis tout ça, on n'aurait pas avancé. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est une balance intéressante, intelligente, pragmatique. Alors, oui, on baisse les impôts de 15 okay. Oui, on abolit certaines taxes, comme je vous ai parlé tout à l'heure par rapport à ça. Mais oui, on va investir dans des endroits où il faut investir, entre autres la défense. Et aussi, on va permettre aux gens de pouvoir avoir plus d'argent dans leur poche pour pouvoir créer de la richesse avec le développement des ressources naturelles et des énergies. Il reste 1 minute au bloc, on va rapidement. Dans votre plan, vous prenez le 20 milliards de contre-tarifs et vous l'appliquez au
budget global avec, oui, un programme de 3 milliards pour les travailleurs, mais pas de programme pour les entreprises. À quoi peuvent s'attendre les Canadiens si on continue à avoir des tarifs comme mesure d'apport des conservateurs? Mais c'est pour ça que, comme je vous disais tout à l'heure, il faut voir au cas par cas comment ça se passe. Quand M. Trump attaque le secteur de l'automobile, on a une approche positive pour le secteur de l'automobile et avec le concours des Canadiens. On fait une pierre deux coups avec ça. Et lorsqu'on on attaque directement l'aluminium ou l'acier, nous, on veut abolir justement la taxe du carbone pour permettre à ces entreprises-là de ne pas souffrir comme on souffre actuellement avec la taxe sur le carbone. Question pour vous. Dans le cadre financier, vous avez annoncé, le Pierre Poilievre, que s'il y avait une autre hausse de taxes d'impôts, il y aurait référendum. En 2016, il y a une analyse qui a été faite qui dit qu'un nouveau référendum coûte 300 millions. C'est pas contradictoire de dire qu'on veut baisser l'impôt, mais qu'on va charger 300 millions. Nous, on s'engage à ne pas augmenter les taxes et les impôts et à faire souffler les Canadiens de façon correcte. C'est ça qu'on veut faire. Et on se met un garde-fou. Autant on a eu 100 000 coups de bâton dans les roues pour faire le développement économique qu'on avait besoin avec le projet de loi, avec la loi malheureusement C-69. Nous, ce que l'on veut faire, c'est mettre justement des bâtons dans les roues pour quiconque oserait augmenter les taxes. L'intention est là, mais vous convenez que quand même ça coûte des millions de dollars, tenir un référendum, c'est pas gratuit. Là. Si d'aventure, ça permet aux gens de dire « Ouais, je suis pas sûr qu'on va augmenter les taxes et les impôts », je pense que c'est les Canadiens qui vont gagner. Bon. Je vous rappelle que nous sommes avec le conservateur Gérard Deltel. On va parler d'environnement, d'immigration également. Au retour, on s'arrête quelques minutes. On est de retour avec notre invité, le député conservateur sortant de la circonscription de Louis-Saint-Laurent, Gérard Deltel, bien sûr. Si vous me permettez de vous corriger de façon très positive et amicale, c'est Louis-Saint-Laurent, Akia-Wenrac. Ah oui, vous avez bien raison, parce que ça vient de changer. Oui, voilà. Oui. Alors, Akia-Wenrac, évidemment, ça sonne Première Nation, et à juste titre, parce que dans le cœur de ma circonscription, Wendake, qui est à côté de Loretteville, où j'ai passé les 60 ans de ma vie, Wendake, c'est le territoire des Wendat. Mais, comme vous savez, Élections Canada regarde à tous les 10 ans la circonscription, la démographie change et également les noms. Et donc, le chef de la Grande Nation, M. Vincent, avait proposé Akia-Wenrac pour démontrer que d'ailleurs, Akia-Wenrac, c'est le nom de la rivière Saint-Charles qui traverse la circonscription du nord au sud, pour bien témoigner que, oui, les Wendat sont là de façon séculaire depuis 1697, mais ils sont partout dans la grande région de Québec. Et Akia-Wenrac en est la dimension. Alors maintenant, c'est dans le nom de la circonscription maintenant. J'avais dit avant la pause qu'on allait parler d'environnement et d'immigration. Le premier ministre sortant, Mark Carney, vous l'avez mentionné, a aboli la taxe carbone. C'était une mesure phare des conservateurs. J'imagine que vous ne pouvez pas être autre chose que satisfait de ça. Oui, mais c'est incroyable de voir ces gens qui ont agi de façon très hypocrite. Et je le pèse mes mots. Parce que pendant 7 ans qu'ils ont fait cette application-là et 9 ans de débat, il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait contre nous autres, il n'y a rien qu'ils nous ont pas vomi d'en face pour dire que ça n'avait pas de bon sens de refuser la taxe sur le carbone. Les économistes, la science disaient que c'était la meilleure chose. Et finalement, pour des fins politiques partisanes, boum, ils changent ça comme si de rien n'était. Sincèrement, ça paraît peut-être pas tous les jours, mais je m'entends rudement bien avec Stephen Guilbeault, puis je l'aime bien. C'est dommage, j'aurais aimé lui dire en pleine face, mais Stephen, je ne vous comprends pas d'avoir viré à 180 degrés comme ça. Parce que en politique, on s'engage pour ce à quoi on croit. Et je sais que M. Guilbeault croit énormément à ça. Mais virer autant comme si de rien n'était, ça n'a pas de bon sens. Puis là, les lieutenants politiques du Québec, come on, man. Bon, si vous voulez savoir un peu le point de vue de M. Guilbeault là-dessus, vous pouvez aller voir sur notre site l'entrevue qu'on a fait avec lui ce lundi. Déborah? Définitivement. Puis à défaut d'avoir Stephen Guilbeault ici ce soir, peut-être vous pouvez vous adresser aux personnes qui appuient Stephen Guilbeault en matière d'environnement par rapport à son passé. Et justement, c'est pas tellement une thématique qu'on a abordée lors de la campagne électorale. Je veux savoir, en termes d'environnement, avez-vous un plan environnemental? Oui, absolument. Et dans votre cadre financier, les mesures les plus importantes sont quand même dans les mesures environnementales. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand nous avons eu, il y a bientôt 2 ans, notre grand congrès national, rassemblant à Québec, dans ma ville, 2500 militants de partout au Canada, d'un océan à l'autre. Et chacun qui connaît un peu le parti politique sait que les militants, c'est des, comme on dit en anglais, des grassroots, des gens qui sont bien implantés. Un discours majeur qu'on a appelé le fameux discours de Québec, où M. Poilievre annonçait comment on allait agir si d'aventure on est honoré par la confiance des Canadiens. Et oui, il y avait un segment très important sur l'environnement qui se définit en 4 piliers. Dans un premier temps, investir en technologie par des incitatifs fiscaux, en nouvelles technologies pour réduire la pollution, aider les entreprises à cet effet-là. Deuxième facteur,
feu vert aux énergies vertes. On a énormément de potentiel d'énergie verte au Canada, mais malheureusement, on tarde avec, entre autres, la loi C-69 qui mettait des bâtons dans le bureau. Peut-être que vous ne le savez pas, mais la loi C-69 se donnait le droit de veto au fédéral pour les projets d'hydroélectricité. Ça n'a aucun bon sens. On n'aurait jamais été capable d'accomplir ce qu'on a accompli au Québec. Le troisième facteur, l'avantage canadien. Profiter de toutes les richesses que nous avons en matière d'énergie et de ressources naturelles, comme le lithium. Je me souviens très bien de M. Poilievre, qui, lorsqu'il a été élu chef, il a dit il faut développer le lithium et le cobalt que nous avons au Canadien pour électrifier nos voitures. Ouais. Et le quatrième pilier, travailler main dans la main avec les Premières Nations. Et c'est cette action-là qui va donner des vrais résultats et non pas en taxant les gens, comme finalement ont reconnu les libéraux après 9 ans de nous avoir vomi dans Monsieur la place. Dettel, une question maintenant sur l'environnement. Sur l'immigration, sur concernant l'immigration, l'immigration, M. Poilievre parle de vrais et de faux demandeurs d'asile. Étant donné qu'ils n'ont pas ça écrit dans le front, comment pouvez-vous les différencier? Puis qu'est-ce que les conservateurs vont faire à ce sujet-là? C'est un sujet, moi, qui me tient beaucoup à cœur. Parce que, comme bien des gens qui nous écoutent, moi, je suis fils d'immigrant. Et à chaque fois qu'on posait des questions sur l'immigration puis qu'on se faisait traiter d'intolérant, ça allait me chercher en tabarouette, parce que c'est pas de bon sens. Il faut... Les premières victimes d'une immigration qui est débridée, comme on a vu au cours des 10 dernières années, malheureusement, ce sont les immigrants eux-mêmes. Alors, ce qu'il faut, c'est avoir une approche qui se veut humaine et responsable. Alors oui, ça prend des personnes qui peuvent évaluer exactement ce qu'est un immigrant qui est en situation de détresse et celui qui ne l'est pas. Et M. Poilievre sait très bien le cas de son épouse et de la famille de son épouse, parce qu'il a été directement touché par ça. Alors oui, ça prend une approche intelligente. Du même souffle aussi, qu'il faut accueillir correctement les nouveaux Canadiens. Et il faut le faire correctement, ça veut dire quoi? S'assurer qu'on a la capacité d'accueil pour l'emploi, pour l'habitation, pour les soins de santé, pour les soins scolaires et, dans certains cas, pour la francisation. Et c'est pourquoi nous travaillons main dans la main avec le gouvernement du Québec pour assurer un succès rattaché à ça. Oui. Pas pour faire plaisir à Pierre-Jean-Jacques ou François, dans le cas présent, mais bien plutôt pour faire plaisir aux immigrants pour qu'ils aient une immigration réussie, ce qui malheureusement n'a pas été le cas au cours des 10 dernières années. Pour l'immigration. Parlons un peu de médias, Monsieur Deltel. Oui. La politique, c'est une deuxième carrière pour vous. Vous avez été une vingtaine d'années journaliste. On a travaillé ensemble, d'ailleurs, à mes débuts, il y a 25 ans, dans la même salle des nouvelles à TQS à Québec. Et je vous en félicite de votre carrière assez impressionnante. Merci beaucoup. Comment vivez-vous avec le fait que votre chef limite les questions des journalistes traditionnels? Alors, les questions ont lieu à tous les jours. À tous les jours, notre chef a fait des conférences de presse. Et je peux vous dire que dès 6 heures le matin, il y avait un lancement qui était fait sur une vidéo de l'annonce du jour. Il y avait une conférence de presse qui avait là. Et que oui, on répondait aux questions qui étaient posées. Qu'il y avait aussi des questions de l'extérieur qui pouvaient être posées. Et c'est correct ainsi. Ouais, et ça n'empêche pas non plus d'avoir fait plusieurs entrevues puis d'avoir été au fond des choses. Est-ce qu'il est vrai qu'il aurait peut-être pu faire comme M. Cornell aux États-Unis, passer plus de temps pour le leadership aux États-Unis, aux médias américains que de parler aux Québécois? Vous n'avez pas hésité. Quand on vous a interpellé, vous avez accepté notre invitation. Mais comme ancien journaliste, là, si vous étiez devant un des candidats qui veut devenir premier ministre du Canada puis qui limite les questions, vous auriez été probablement choqué à l'époque. Moi, je me souviens très bien des conférences de presse où, à un moment donné, ça durait pendant 3/4 d'heure de temps. C'était pas inintéressant, mais à un moment donné, il fallait procéder. Et moi, comme journaliste, quand j'étais courriériste parlementaire, parce que j'ai été courriériste parlementaire à TQS de 2002 à 2008, j'ai couvert 2 campagnes électorales, 2003 et 2007, puis j'ai jamais mis les pieds dans les autobus. On s'arrangeait, nous autres, à TQS. Donc, après 2008, vous êtes rentré en politique avec la DQ. Comme moi, un peu plus tard, vous avez été au Parti conservateur. En 2015, on est rentrés ensemble à ce moment-là. C'est difficile, la politique, là, clairement. Vous avez toujours été dans l'opposition. Oui, j'ai remarqué, ça oui. vous fatigue pas? Il y a des choses qu'on contrôle, d'autres qu'on ne contrôle pas. Je suis toujours honoré par la confiance des gens de Chauveau, mon coin de pays au provincial, et Louis-Saint-Laurent-Kawanrak. J'en suis très honoré et je sollicite à nouveau, j'offre à nouveau les services. Ça appartient aux gens. Quand il se passe dans les 338 ou 348 autres comtés, ça, j'ai pas de grand contrôle là-dessus. Bon. On s'arrête quelques minutes au retour. On aura quelques questions en rafale. Vous n'avez pas trop perdu le sens du timing. Je vous ai dit une quinzaine de secondes. Je pense qu'on a fait ça en 20 secondes. Bravo. Alors, on s'arrête quelques minutes. À tout de suite. C'est le moment des questions en rafale. Gérard Deltel, on vous donne le droit de revenir comme journaliste le temps d'une entrevue. Avec quel ancien premier ministre vous souhaitez faire une longue entrevue? Entre Johnny MacDonald, Pierre-Éliott Trudeau, Brian Mulroney. Pierre-Éliott Trudeau. Pourquoi? Parce que M. Mulroney, j'ai eu la chance de le rencontrer. M. MacDonald, c'est très intéressant, mais c'est très passé. Alors que Pierre-Éliott Trudeau, ses politiques ont en effet encore
bons, parfois moins bons aujourd'hui. Fait que vous voudriez comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça, j'imagine. C'est assez impressionnant. Déborah? On peut dire que les conservateurs ont la critique facile par rapport aux autres partis. Si vous deviez donner une qualité à chacune des personnes que je vais nommer, en un mot par contre, Mark Carney, vous direz quoi? Courageux, parce que quitter son métier pour le faire, ça prend du courage. Jack Metzing? Ah, mon Dieu. Peut-être une bonne réflexion sur les choix qu'il a faits récemment. Oh, plusieurs mots. Et François Blanchet? Je l'ai trouvé très honnête dans votre entrevue lorsqu'il a dit que c'était pas exactement dans son plan de match immédiat d'aller au provincial. Je trouvais ça très intéressant. Mettons que lundi, vous remportez au gouvernement et le premier ministre vous dit, M. Deltel, choisissez votre ministère. Quel ministère vous choisissez? Le ministère du député de Louis Saint-Laurent qui est à Wanrac. C'était trop facile, là. J'ai pas 16 ans de politique pour rien. Il faut bien que ça serve un peu, là. M. Deltel, le panier d'épicerie a explosé. Ouais. Votre plaisir coupable que vous continuez à vous payer. J'aime beaucoup les tartes au coconut. Je sens que mon retour à Québec va être très long en automobile. Alors, peu importe le prix, vous prenez une tarte au coconut. Ah, c'est bon, j'aime ça. OK, la politique, c'est difficile. Vous faites quoi pour vous changer les idées, pour évacuer le stress? Est-ce que vous regardez un match de hockey? Vous lisez un livre? Vous conduisez une Manic GT? Ah, la Manic GT, c'est sûr, mais évidemment, on ne peut pas la conduire tout le temps. Par contre, écouter un bon documentaire la nuit à 2 h du matin quand je me réveille, ça ne rendort pas, malheureusement. Ça, vous faites ça de temps en temps. Ouais. Si un jour vous quittez la politique, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Honnêtement, j'aimerais ça partager le savoir de l'histoire. Et vous savez, l'histoire, c'est un puits sans fond. Hein. Plus on en apprend, plus on devrait en apprendre. Alors, c'est pas fini, l'histoire. D'ailleurs, moi, j'étais un historien raté. Hein. Je devais être historien. Finalement, il n'y avait pas de job comme professeur d'histoire. Les journalistes. Vous avez raconté des histoires au quotidien. Exactement. Des gens comme on fait dans les médias. On est à quelques jours du jour des élections. Si vous avez à convaincre un électeur indécis aujourd'hui pour voter conservateur, vous lui diriez quoi? Je pense qu'on a besoin d'un gouvernement sérieux qui va contrôler les dépenses. C'est l'argument pour convaincre les gens les que dépenses. vous aurez entendu de la bouche de M. Deltel. C'est tout pour ce soir. Merci beaucoup d'avoir qui vous été remercie. avec nous. Bonne fin de campagne. Merci. Demain, dernière entrevue, ce sera le néo-démocrate Alexandre Boulris qui sera avec nous. Passez une excellente nuit. On se retrouve demain. Bye-bye.